Merci à tous et à chacun de vous d'être avec nous sur AfroWeb TV. Nous allons permettre à nos invités de bien se recadrer très bien. Puisque nous sommes en duplex, nous voulons offrir une qualité d'émission. Nous sommes aux États-Unis et la diaspora est très bien représentée. La voix de la diaspora, c'est sur AfroWeb TV. Et je parlais donc de la liberté d'expression 20 ans après le feu président Gnassingbé et Adema. Je vais permettre à M. Forson donc de conclure très rapidement. On va revenir sur d'autres aspects donc du bilan 20 ans après et surtout 20 ans de gouvernance avec son excellence Faure Zimna Gnassingbé. Monsieur Forson, allez-y. Alors, ces propos s'adressent à tout Togolais, où qu'il soit, de la diaspora et aux dirigeants qui ont la chance de gouverner le pays en ce temps précis. La confiance réciproque résout le problème des biens communs. Apprenons à écouter l'autre pour apprendre. Aussi, cultivons notre esprit critique en essayant d'analyser, de discerner le vrai du faux et de déterminer en quoi des discours peuvent proposer ou non des solutions réalistes à l'ensemble des problèmes auxquels notre pays est confronté. Devenons donc plus responsables, plus courageux, chers compatriotes, afin que dans une communion de pensée, dans un même élan patriotique, nous puissions mettre en commun notre force, notre compétence au service du Togo. L'avenir du Togo appartient encore 30 secondes aux jeunes générations qui développent le sens de la responsabilité dans le respect mutuel et le dialogue. Nous sommes responsables du Togo de demain. C'est en assumant pleinement nos responsabilités et avec courage que nous pourrions vaincre les difficultés actuelles. Et il nous revient donc de prendre des initiatives et de ne pas tout entendre de nos aînés. Le travail sera notre base. La force de conviction et la solidarité seront les valeurs que nous défendrons à l'avenir. Et cela, comme l'a dit notre devise, pour l'amour de la patrie. Je vous remercie. Merci. Alors, Monsieur Tété Credo, je vais vous donner également une minute pour revenir très rapidement sur un point, mais je veux aborder le colloque qui a été organisé en l'honneur du feu président Gnassingbé et Adema, permettez-moi. Alors, si je vous donne une minute pour terminer, pour que vous ne puissiez pas oublier l'idée que vous voulez émettre. Oui, non, mais moi, je voudrais juste remercier encore le téléspectateur qui a intervenu. Il a touché un point sensible d'appréciation, mais également rappeler les trois fonctions essentielles d'une presse. Donc, il y a le rôle d'information, le rôle d'éducation et le rôle de divertissement. Donc là, la presse a trois fonctions: informer, éduquer, divertir. Et lorsqu'on parle de l'information, il faut avoir toutes les preuves des informations à véhiculer. Et c'est là où intervient la régulation des médias pour voir si le travail est fait de façon professionnelle. Donc là, dans toute démocratie, lorsqu'il y a un manquement dans le travail des professionnels des médias, il y a un recadrage. Et je crois que la haute autorité de l'audiovisuel de la communication joue également cette partition. Et il ne faudrait pas qu'on confonde la liberté au libertinage. Ce n'est pas parce que nous sommes des professionnels des médias que nous sommes des extraterrestres que nous pouvons nous permettre de tout débiter ou bien de tout faire débiter. Donc, lorsqu'on est dans cette logique-là, on a une responsabilité sociétale. Nos médias ne doivent pas servir comme des outils de haine qui peuvent entacher la paix sociale que nous voulons pour notre Togo. Et lorsque nous sommes des journalistes, à un certain moment, dans le cas spécifique du Togo, il faudrait que nous cessions de jouer le rôle des politiques. Et en conclusion sur cet aspect, lorsqu'on parle abusivement de presse propagandiste, je crois que même dans les grandes démocraties,
il y a des presses, il y a des journaux, il y a des chaînes de télé qui sont pro pouvoir et d'autres qui combattent également ce pouvoir. Donc, ce n'est pas une particularité pour le Togo. Qu'on cesse de montrer toujours de la main gauche notre pays. Il y a des choses qui sont faites, il y a des points positifs, il y a des points sur lesquels on doit amener nos gouvernants à faire encore des exploits et nous essayons de le faire à travers nos analyses. Merci. Nous y reviendrons dans une émission spéciale. Si vous permettez, je vais lancer un appel à un aîné Ferdinand Ité qui voudra bien, donc, s'il voudra bien discuter avec nous sur cette antenne, ce sera un plaisir pour qu'on puisse relever encore plus le niveau. Il y a des Togolais qui sont très talentueux à la diaspora, mais de peur d'être arrêtés au pays ou quoi que ce soit, ne veulent toujours pas travailler, continuer. Donc, c'est ce travail de passion que nous avons pour informer, divertir. Alors, informer sans manipuler, c'est ça aussi notre objectif ici sur AfroWeb TV. C'est quand on veut faire un peu plus une petite digression par rapport aux 20 ans de célébration ou disons donc de commémorage. Pourquoi attendre 20 ans avant donc de commémorer le feu président Gnassingbé Eyadema? Des questions que je me pose personnellement puisque c'est un homme de mystère. C'est aussi encore la fin du colloque international pour rendre hommage au feu président Gnassingbé Eyadema. Dites-nous, comment a été ce colloque? Que retenir de ce colloque, monsieur Tété Credo? Oui, c'est vrai, dans le cadre de la célébration des 20 ans de décès de feu général Gnassingbé Eyadema, un comité scientifique composé de professeurs d'université et d'acteurs avertis et d'historiens a pris cette initiative de faire ce colloque international où des voix, et non des moindres, de l'Afrique sont venues rendre témoignage de la vision du chef de l'État togolais non seulement pour le Togo, mais pour l'Afrique. Il faut également souligner que Feu Gnassingbé Eyadema était l'un des pères fondateurs de la CEDEAO qui est aujourd'hui confronté à certains problèmes avec certains pays qui ont décidé de quitter là-bas. Mais le colloque s'est bien tenu et cela a permis de reconnaître les talents de conciliateur de Feu Gnassingbé Eyadema et également de revisiter, disons, ses grandes œuvres et notamment sa diplomatie qui est saluée dans les conflits, que ce soit en Sierra Leone, au Libéria, sur le continent africain et même au-delà du continent africain. Le feu général Gnassingbé Eyadema a su se définir. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de Gnassingbé Eyadema comme un grand conciliateur, donc tout le mérite revient pas uniquement à sa famille, ni à sa personne à titre posthume, mais Eyadema a su également construire une nation togolaise. Je l'évoquais dans la première partie, les insuffisances même de son règne, mais il faut avoir ce courage de reconnaître que Gnassingbé Eyadema, lorsque nous avons suivi les communications de ce colloque international en son honneur, en son hommage, il faut le définir comme le père de la nation. Sous d'autres cieux, le père de la nation signifie le père fondateur. Ça peut également signifier celui qui a contribué à forger une certaine nation. On ne va pas aujourd'hui essayer de l'opposer à Feu Sylvanus Olympio, à qui tous les Togolais reconnaissent le mérite d'avoir été le père de l'indépendance du Togo. Donc le colloque a permis non seulement aux acteurs politiques, mais à toute l'opinion nationale et internationale de connaître mieux, disons, le mystère, l'homme mystérieux qu'était Eyadema et les grandes actions qu'il a posées, pas pour sa gloire personnelle, mais pour la paix, l'unité entre les Africains, l'unité et avec ses soucis de développement de l'Afrique. Malheureusement, il n'est pas immortel, donc il est rappelé auprès de son créateur, mais aujourd'hui, il a été célébré. Maintenant, votre interrogation, pourquoi attendre 20 ans? Moi aussi, je me pose la question, mais on pourrait également attendre 25 ans.
Mais je crois que c'est sur initiative de ce comité scientifique que ce colloque a eu lieu. Donc, il faudrait qu'on puisse tenir ce colloque international à un certain moment, et l'histoire a voulu que ça soit à l'occasion de ces 20 ans. Donc, ce n'est pas fortuit. Les 20 ans, on pourrait le faire aussi. On pouvait le faire aussi à ces 15 ans de décès, mais si les 20 ans ont été priorisés, je crois que l'idée a germé à un certain moment, et la tenue de ce colloque n'a été que la concrétisation de ce besoin nécessaire de célébrer un homme politique, de célébrer un conciliateur, de célébrer un chef d'État. Et j'aurais voulu que ça soit fait également pour tous les acteurs qui auront à un certain moment à marquer l'histoire sociopolitique de notre pays. Alors, merci. L'interrogation que plusieurs Togolais se posent, Monsieur Forson, disons-nous la vérité, pourquoi ne pas le faire pour... on ne l'avait pas fait pour Sylvanus Olympio. Aujourd'hui, on le fait pour feu président Gnassingbé Eyadéban. Réaction? La première question que je vais on sait que souvent qu'on ne pose pas la question à un journaliste, mais qui gouverne? Bon, cela ne dépend pas de celui qui gouverne. Hein. Qui gouverne? Si la cela question dépendait est de celui qui gouverne, il pouvait aussi prendre la décision donc, de faire pour le père de l'indépendance qui est Sylvanus Olympio, comme pour le père de la nation qui est le feu président Gnassingbé Eyadéban. Bon, les deux, ce sont des anciens présidents, ils font des honneurs. Il faut même, si vous me permettez, des musées pour honorer donc la mémoire donc, de tous nos anciens présidents. C'est mon avis sur la question. Je suis de même avis que vous, parce que je l'avais déjà dit la fois dernière dans votre émission. En fait, la question aujourd'hui, et je vous ai dit qui gouverne. C'est normal. Quand, vous savez, aujourd'hui, pourquoi vous allez remarquer que quand je parle aux gouvernants togolais, j'essaie de passer des informations qui leur permettent de revoir, même si aujourd'hui, je sais qu'ils sont à l'écoute et que d'autres ont des influences. Aujourd'hui, la question de 20 années du gouvernement, ce qu'ils sont en train de faire, nous le savons. Nous le savons. Par contre, la question qui est importante et que moi je dis, c'est que les défis qui vont arriver, il faut qu'on arrête de jouer, quoi. Il faut qu'on arrête de faire des, excusez-moi, des colloques sur colloques, des choses. Il faut être pragmatique, il faut agir. Le temps n'est plus, parce que le temps n'est plus à l'amusement, en fait. Je voulais que les constituants togolais, où qu'ils soient, et l'Afrique comprennent. Le temps n'est plus, au fait, à l'amusement des colloques ici par là, des trucs par là. Aujourd'hui, nous serons saignés. Les aides de développement seront réduites. Vous n'aurez plus d'aide. Comment vous allez gérer la jeunesse, les femmes, la santé publique? Comment vous allez gérer qu'on appelle les investissements qui seront rares? Mais c'est ça la réalité aujourd'hui. Donc aujourd'hui, les dépenses effectuées ou toute action publique doit être justifiée. Toute action publique, où qu'il soit la personne, doit justifier son acte et qu'il pose. Que tu sois général d'armée, tu dois justifier pendant que tu étais général là, quand tu fais ton poste là, comment tu gères la sécurité de la nation, comment tu gères des gens qui sont sous tes ordres. Quand tu sois ministre, que tu sois tous les postes donnés. Aujourd'hui, l'ère qui sort là, c'est l'ère de la responsabilité. On ne peut plus fuir sa responsabilité. Et aller tenir des propos ici et là du panafricanisme, ça me fait rire parfois. Vous voyez pourquoi? Le panafricaniste doit être dans son comportement et dans son action exemplaire. Ce qui nous manque en Afrique et en général au Togo, c'est l'exemplarité des gouvernants. Quand je parle de l'exemplarité, je parle de l'intégrité, de la prise de responsabilité sur tous les plans donnés. Comme l'a dit tout à l'heure Credo, comment un ministre justifie
pendant 5-10 ans de poste, qu'est-ce qu'il a amené pour la nation? On dirait que vous avez quelque chose concernant les ministres au Togo, M. Forçant. Non, ce que je veux dire par là, c'est pour dire quoi? Le président ne peut pas tout voir. Il nomme les ministres en fonction des conseils d'ici et là qu'on lui donne, en fonction des réseaux qui sont influençables. Il les nomme. Aujourd'hui, excusez-moi, encore une petite discrétion, on veut organiser des élections sénatoriales dans le pays. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Monsieur Forçant, c'est un autre angle de notre sujet. On va revenir juste après, puisqu'on a d'autres téléspectateurs aussi en ligne. On va leur permettre 2 minutes de revenir, de participer aussi à l'émission. Téléspectateurs, vous êtes en direct. Bonjour. Oui, bonjour. Moi, je téléphone depuis l'Europe. Allez-y. Merci de me donner les 2 minutes, mais je ne pense pas que les 2 minutes peuvent servir à dire quelque chose sur le timonier national qui a gouverné le Togo pas mal d'années. Donc, ce qu'il faut quand même dire, c'est que le président Eyadema n'a pas justement su faire une nation. Parce qu'une nation, dans le sens de faire vivre ensemble, et dans le sens aussi d'avoir établi des règles qui font fonctionner une nation. Donc, on ne peut pas parler de perdre la nation. Ceci dit, il faut situer quand même le règne du timonier national dans un contexte global où, à l'époque, le régime qui était en Afrique, après la colonisation, était des régimes autoritaires. Mais je pense que la problématique, ou bien le mal qui a accompagné toute sa gouvernance, c'est qu'il a pris le pouvoir en assassinant, en fait, un ancien président. Donc, cette tâche a accompagné le timonier national tout au long de son règne. Mais de façon objective, si on se met dans le contexte autocratique à l'époque, le Togo, au temps du timonier, était un pays quand même respecté. Ça, il faut reconnaître tout ça. Le Togo était un pays où, en réalité, certains actes que nous sommes en train de vivre, certaines débauches culturelles, socio-culturelles que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, n'existaient pas à l'époque du général Eyadema. Ça, il faut le lui reconnaître. L'autre point, c'est que c'est un président qui disait toujours que tant vaut l'école, tant vaut la nation. Donc, je me souviens qu'à l'époque, le timonier national donnait des bourses déjà à l'école, au CEGE jusqu'à l'université. Nous avions droit aux bourses. Et au niveau de la défense de l'environnement, c'était un président aussi qui aimait vraiment défendre l'environnement. Et avec, qu'est-ce qu'il faut dire, des aires protégées, effectivement. Que ce soit à Mango ou bien dans d'autres régions, dans la région des plateaux, nous avons des aires protégées. Et au niveau africain, il était aussi respecté. Et effectivement, il s'impliquait aussi dans la résolution des conflits. Donc il faut aussi le lui reconnaître. Ça, c'est important. Il faut le lui reconnaître. Mais le mal, c'est qu'il n'a pas su, au moment où la démocratisation apportait son vent, le général Eyadema n'a pas su en fait transformer le pays en un État démocratique. Et là, on ne peut pas, oui, parce qu'aujourd'hui, on voit qu'en fait, les élections sont toujours contestées, il y a des abus liés aux droits de l'homme, les journalistes sont embastillés, etc. Mais en réalité, cela ne veut pas dire que le timonier n'a pas essayé. Parce qu'on se souvient qu'il a donné libre cours à la conférence nationale, il a même soutenu la création d'une institution des droits de l'homme, il a soutenu, mais l'échec du général Eyadema, pour ne pas avoir transformé notre État, notre nation, notre pays en un pays démocratique, est lié aussi à notre échec collectif. Parce que quand on voit ce qui s'est passé à la conférence nationale, où au lieu d'aplanir nos différences, de discuter de façon froide, et en fait de repartir sur de bonnes bases, on a vu en fait que c'était des coups bas, c'était en fait des querelles de partis, jusqu'à ce que le timonier s'est renforcé.
Donc là, je pense que au-delà de tout, c'est quelqu'un qui a impacté notre pays, c'est quelqu'un qui nous a impacté, un président qui a fait un si long règne ne peut pas partir sans laisser des traces. Donc, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que il faut lui souhaiter là où il est, bon vent, et que, en fait, ces autres les accompagnent. Merci. Maintenant, nous qui sommes vivants, je pense qu'il faut tirer les leçons et faire aujourd'hui du Togo une nation. Merci. Donc, merci beaucoup. Merci. Et que Dieu vous protège. Merci. On vous invitera pour une émission spéciale. Alors, il y a toujours un autre téléspectateur en ligne. Téléspectateur, vous êtes en direct sur Afro TV. Allez-y. Beaucoup nous Oui, bonsoir. Oui, ouais. Bonsoir. C'est Philippe Amédou, je viens depuis Liège en Belgique. Allez-y. Je salue très fraternellement et amicalement les deux amis et compatriotes qui sont sur votre plateau invité, spécialement Credo Tété, journaliste. Mais j'ai été un peu... Bon, d'abord, je crois que nous devrons tous, en tant que Togolais, à l'occasion de la commémoration des 20 années de disparition de Nassim Beyadema, peut-être nous incliner dans la prière et en mémoire ou en hommage à ce qu'il a été pour le Togo et ce qu'il a fait. Mais vous savez, lorsqu'on fait ces genres de commémoration, comme il a dit tout à l'heure, organiser une colloque permet également de faire un bilan. Lorsque moi j'entends un tout petit peu le bilan que notre ami Credo Tété a établi, pour pouvoir en déduire que Feu Nassim Beyadema peut être qualifié père de la nation, je dis, je suis stupéfait. Vous parlez des actions à l'étranger pour pacifier l'Afrique. Ben, il a été peut-être un panafricain, mais au Togo, M. Credo Tété, aujourd'hui, là, pourriez-vous nous dire ce que Feu Nassim Beyadema a laissé comme héritage au Togolais? On en a parlé. Pardon? On en a parlé en début d'émission. Le fait d'avoir l'héritage, avoir légué le Togo comme un héritage, une propriété privée à Feu Nassim Beyadema, c'est ça qui fait de Feu Nassim Beyadema le père de la nation? Sincèrement, je crois que non, le bilan, même si aujourd'hui, ok, et ça, je termine par là, je ne pense pas que Beyadema aurait pu laisser le Togo dans la déconfiture que Fort Gnassingbé est en train de le faire actuellement. Peut-être que Nassim Beyadema, et c'est la seule vertu que moi, je lui reconnais, c'est quand même, il avait un brin de sagesse. Lorsque ça arrive à un endroit donné, il est capable d'appeler ses adversaires politiques et leur dire, venez, faisons les choses autrement. Fort n'a jamais eu ce courage-là. Pourquoi? Pourquoi Fort n'a jamais eu ce courage? Lorsque vous jetez des gens en prison, sans les juger, vous savez, on l'appelle même prison sans de correction. Ok? Et je profite pour parler, pour rappeler le cas de Jean-Paul Omolou et d'un certain nombre de Togolais. Vous dites que la personne a fait une faute. Mais au jeu de la loi togolaise, quand on organise son procès, qu'on donne à la personne le droit également de se défendre, mais si les juges estiment que la personne est réellement coupable, a commis des fautes aux yeux de la loi, qu'on lui afflige une peine d'emprisonnement et qu'il purge sa peine. Est-ce que ça existe? C'est ça qu'on dit père de la nation? C'est ça, c'est ce que Feu Gnassingbé a laissé, que Fort est en train d'appliquer? Mon ami Credo Tété, sincèrement, nous sommes tous Togolais, hein. Le Togo nous appartient tous. Lorsque vous montez sur des chaînes de plateau et que vous parlez, l'histoire retiendra un jour ce que vous avez dit et j'espère que vous serez capable de reconnaître cela comme étant vos propos, ok, et vos enfants ne vont pas, ou vos proches ne seront pas obligés. On ne veut pas faire le procès de quelqu'un, s'il vous plaît. Merci. Non, je dis sincèrement, il faut garder raison. Et il ne faut pas, parce que aujourd'hui, c'est grâce au fils de Nassim Beyadema, Feu Nassim Beyadema,
que certains puissent aller revenir, être obligés de dire des choses qui ne sont pas correctes. Monsieur Amedodi, particulièrement et singulièrement, j'ai une question qui m'intrigue. Est-ce c'est parce que le président de la République, son Excellence Faure Sozimna Gnassingbé, porte l'acronyme, disons le patronyme, donc de Gnassingbé qui dérange, ou carrément c'est par rapport à d'autres choses? Vous savez, si Faure Gnassingbé, comme il avait dit au lendemain de la prise du pouvoir au Togo, je souligne en passant, après avoir marché sur des milliers de cadavres togolais, avait dit, et tout le monde l'a entendu, que son papa était son papa et que lui, il était différent et qu'il comptait faire autrement. Aujourd'hui, on pourrait l'applaudir. Et Faure Gnassingbé, bientôt, il a déjà fait 20 ans. Avec la modification de la Constitution, il est capable de faire les 38 ans. Il pourrait théoriquement faire autant d'années que son papa. 38 ans. La Constitution lui permettait quand même. Alors, allez-y. La Constitution qui... Non, la Constitution de 92 ne permet pas à Faure de briller plus de 2 mandats. C'est un autre débat que nous allons vous inviter à faire. Donc je dis, la question que vous m'avez posée, je vais répondre à cette question. Exact. Vous savez, et lorsque un dirigeant à la tête d'un pays prend soin des habitants, ses concitoyens, ok, ne pille pas le pays, ne se vautre pas dans la gabégie et ne commet pas des crimes politiques et économiques, ce dirigeant-là peut rester à la tête du pays à vie éternelle, ça n'embête personne. Merci. Mais au Togo, c'est parce qu'on a vu, ni avec son fait papa, ni avec lui. Il faut avoir le courage de le dire. Ça n'a rien à voir avec l'acronyme. On ne fait pas de procès de nom ici. Mais ce qui nous choque, c'est que son papa l'a fait. Il est venu, il a promis faire mieux, mais non. Vous avez vu, tous ceux qui l'ont aidé à arriver au pouvoir, parce qu'il n'a pas tenu à sa promesse, pour rester au pouvoir, il a dû la liquider. Je ne cite pas les noms. Merci. La veuve d'Agba Bertin est toujours en prison aujourd'hui. Merci. Merci. Donc, sincèrement, M. Credo Tété, je salue le professionnalisme avec lequel vous travaillez parfois, mais la déclaration que vous venez de faire n'est pas opportune. Merci de nous avoir appelés. Alors, la suite de cette émission, je sais qu'on a déjà épuisé donc le temps d'antenne, mais Monsieur Tété Credo, vous avez été interpellé plusieurs fois par plusieurs auditeurs ou téléspectateurs. Vos réactions? Non, mais je partirai de l'intervention de M. Philippe Amedodi. Je crois que c'est bien lui. Je lui concède toutes les critiques, tout en sachant qu'il est également dans une logique. Mais à un certain moment, il faut dépasser les rancœurs, il faut dépasser les choses pour faire des analyses assez objectives et nous nous efforçons de le faire. Ce n'est pas parce qu'on a adopté une posture de combat qu'on doit voir le noir partout, même si le noir est une couleur. Et j'avoue qu'en inbox, lorsque j'échange avec M. Philippe Amedodi, j'ai l'habitude de retrouver quelqu'un qui est lucide, qui est cohérent, mais je ne l'ai pas reconnu dans ses propos aujourd'hui. Nous faisons des analyses et nous les portons, et nous allons les porter toute notre vie. Et nous n'allons pas. Ce que nous avons combattu, autant l'autoritarisme, la dictature d'esprit, la dictature d'opinion, autant des démarches, ce n'est pas parce qu'on est dans une certaine logique qu'on va vouloir nous l'imposer. Donc, il y a toujours cette liberté d'opinion, cette liberté d'analyse et de compréhension. Mais je voudrais rappeler à M. Amedodi que l'histoire, en fait, n'est pas une sorte de concours ou de compétition. Et il ne faudrait pas non plus essayer de créer des polémiques inutiles. Donc, dire aujourd'hui que le chef de l'ancien président Eyadema est le père de la nation togolaise, en fait, ce n'est pas une vue de l'esprit. Parce que à l'arrivée à son arrivée au pouvoir, donc je crois qu'il y avait un pays, le Togo, mais il s'est investi à en faire une nation avec ses forces et ses limites, avec ses qualités également,
ses défauts. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on ne peut pas donner cet attribut à Feu Gnassingbé Eyadema parce qu'on se trouve dans une logique de combat politique contre son fils. J'avoue, le problème aujourd'hui de Feu Gnassingbé, en fait, son problème, c'est son patronyme. C'est son patronyme. Si Faure Gnassingbé avait un patronyme à Médodi aujourd'hui, je ne pense pas qu'il puisse parler de la sorte. Mais la liberté d'expression, la liberté de compréhension, je les lui concède. Mais qu'il n'essaie pas aussi de noircir les opinions des autres. Vous savez, on doit construire ce pays dans un langage de vérité, argument contre argument, analyse contre analyse. Donc, moi, je crois que Feu Gnassingbé Eyadema, lorsqu'il a pris le pouvoir, a essayé de travailler à bâtir une nation. Il l'a fait avec un sentiment sur la base de l'unité dans la diversité. Je concède, je crois que c'est le second intervenant qui a parlé lorsqu'il a également sur le colloque. J'aurais souhaité, en toute humilité, qu'on puisse essayer de décaler un peu la période, pas seulement de 1967 à 2005, mais de partir de 1963 pour venir à 2005, pour rappeler également le rôle de Sylvanus Olympio, qui est le père de l'indépendance. Vous savez, il y a une année dans l'histoire politique de notre pays, l'année 1977. L'année 1977 a été, pour les politologues, les historiens, c'est au cours de cette année-là que nous avons vu également les contributions des gens qui ont contribué à l'essor d'une nation togolaise. Donc, c'est dire qu'il y a un mouvement d'ensemble. Mais si Gnassingbé Eyadema a eu à jouer une partition, qu'on lui reconnaisse cette partition-là et qu'on ait le courage aussi. Et je crois que j'ai comme l'impression que M. Adeba Médodi n'a pas suivi mon développement. J'ai parlé des points forts de l'administration de Gnassingbé Eyadema, mais également des points faibles. En tout en comparant les 38 ans aux 20 ans de Faure Gnassingbé pour dire quels sont les points qui ont été maintenus, le fil conducteur, et quels sont les points de convergence, les points positifs qu'on peut avoir dans la gouvernance de Faure Gnassingbé. Vous savez, on ne peut pas dire que Faure Gnassingbé, comme je l'ai dit, son papa n'était pas un saint. Il avait également ses limites. Faure Gnassingbé aujourd'hui aussi essaie d'imprimer une certaine marque, mais qu'on reconnaisse, qu'on ait ce courage, cette humilité de reconnaître que au moins dans tel aspect, il travaille et non se cantonner à noircir tout sur son passage. On ne rendrait pas service utile à notre nation. Moi, c'est ce que je voudrais dire à M. Philippe Amédodi, qui est un ami à moi. Je respecte ses opinions, mais également dire que nous ne pouvons pas tous avoir les mêmes angles d'analyse. On doit avoir, vous savez, la diversité d'opinions, c'est justement cela. Mais ce n'est pas parce que l'autre ne pense pas ou bien ne voit pas les choses de la même manière que toi qu'on va essayer de dire que cette personne est le diable ou bien au service du diable. C'est pour ça que cette émission s'appelle aussi... J'aurais bien voulu qu'il fasse ces efforts pour le développement de notre pays en toute hypocrisie pour qu'on puisse contribuer. Donc, je remercie tous les intervenants. Leurs questions étaient d'une certaine utilité et ça nous a permis également d'entendre d'autres cloches. Vous savez, c'est dans la diversité, tout en prenant l'unité, qu'on doit arriver à construire ce pays. Moi, je pas pour une dictature de la pensée, ce n'est pas parce qu'on se retrouve du côté de l'Occident, on fait un combat contre un système politique qu'on va essayer de tout noircir. Je suis désolé, je parlerai et j'assume toujours mes propos là où je passe et je vais les assumer jusqu'à ce que mon cercueil soit mis dans une tombe. Donc, je ne chercherai pas à faire plaisir à quelqu'un pour aller bêtement dans un sens, mais je poserai des bases d'analyse assez solides. Merci, Moïse. Merci, monsieur Tété Credo. Monsieur Kweforson, je vous avais envoyé des messages et inbox, veuillez donc les Oui, c'est bon, relire. ok, pas de souci.
Pas de souci. Ok. Et je voudrais avoir également le feedback de monsieur Tété Credo concernant le message que je l'ai envoyé tout à l'heure concernant ma demande. Alors, monsieur Forson, dites-nous, vous avez suivi donc nos téléspectateurs qui nous ont appelés pour participer à cette émission. Quels sont vos points de vue concernant ce qu'ils viennent de dire? Mais je crois qu'il faut, aujourd'hui, comme je le soulignais, nous devons élever le niveau. La question n'est plus aujourd'hui à un débat qui est père de la nation, qui n'est pas père de la nation, qui, aujourd'hui, ce qui attend l'Afrique et les Africains et les Togolais, ce n'est pas de la blague. Donc, quand vous avez la géopolitique qui vous montre que l'avenir doit être un avenir préparé, et on ne peut plus s'attarder sur ces débats que j'estime, même si l'histoire prend ce sens dans le présent, que devons dépasser ce niveau-là. L'analyse qu'ils ont faite sont pertinentes, mais comme j'ai dit tout à l'heure, tout président est père de la nation. Pour moi, c'est ça. Parce que tout président doit veiller à l'intégrité de sa nation, doit veiller à la sécurité de sa nation, doit veiller à la cohésion de sa nation. Et donc, ce débat, on ne doit pas s'attarder à ça. Parce que on parle de paix de l'indépendance, paix de la nation. Est-ce que nous sommes indépendants vraiment? La question est là. Sommes-nous indépendants? Donc, si nous reposons cette question-là, nous devons travailler autrement. Nous devons participer autrement. C'est ce que j'essaie de vous faire passer comme message. Nous devons fonctionner autrement, voir nos présidents autrement. Parce que on a fait en sorte que quand le président prend un autre chemin, on le tag de dictature. Quand le président prend ce chemin, on le formate des informations qui sont contraires. Mais vous savez qui dirige nos pays? Vous savez ceux qui sont dans les ambassades? Vous savez ceux qui sont les réseaux qui fonctionnent autour du président? Quand je dis qu'on nomme des gens et qu'ils ne font pas les actions, mais pourquoi je ne vise pas tellement le président? Parce qu'un homme ne peut pas tout faire. Comment voulez-vous qu'un homme peut gérer 1 million, 2 millions? Déjà, un homme de famille, un père de famille n'arrive pas à gérer, n'arrive pas à concevoir et à gérer avec efficacité 2, 3 personnes ou 4 personnes ou bien 10 personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand vous avez eu dans votre vie, que moi j'ai eu la chance d'être dirigeant, diriger les autres, ce n'est pas donné à tout le monde, c'est pas facile. C'est très difficile. Et souvent, celui qui a la tête prend toutes les charges. Est-ce qu'une question qui va choquer beaucoup de monde? Quelqu'un a vu une assemblée devant tirer sur un Togolais? Quelqu'un a vu une fois une assemblée tuer un Togolais? Vous savez, si on vous dit ce qui se passe, vous allez avoir pitié de président en Afrique. D'accord? Donc il faut qu'aujourd'hui nous élevons le niveau. Parce que, comme le dit une proposition, je suis ce que nous sommes. Si je suis ce que nous sommes, c'est ce que moi j'ai compris aujourd'hui. J'apporte ma part, comme l'a dit Credo, ma contribution. Olympio a apporté sa contribution. Père son âme, nous savons quelles conditions il est décédé. Est-ce que quelqu'un a vu Gnassingbé Adema tirer sur Olympio? La question est là. Est-ce que quelqu'un a vu un Mobutu tuer Lumumba? La question est là. Vous voulez venir à la déclassification donc, des dossiers? Il faut que l'Africain s'éveille et prenne conscience que le monde que nous voulons construire demain, ce n'est pas de vilipender le président, mais c'est de donner une voix autre qui, avec leur endurance au pouvoir, leur confie encore plus de sagesse pour qu'ils apportent un dernier temps peu, sous peu, le meilleur d'eux. Parce que le soleil hier n'est pas le soleil d'aujourd'hui.
La nuit d'hier n'est pas la nuit d'aujourd'hui. Et toute personne peut évoluer. Ne faisons pas l'arrêt sur image. Le Togo que je connais, j'ai connu il y a quelques années, n'est pas le Togo d'aujourd'hui. Le Togo avance. On ne peut pas arrêter le progrès, mais on pourrait accompagner le progrès. Étant donné que Moïse, l'âge que tu as aujourd'hui, tu l'as passé en 5 ans et dernier. Donc aujourd'hui, on évolue. Mais, comme on le dit souvent, celui qui regarde la lumière et qui est en face de la lumière, soit il est proche de la lumière, il sera ébloui, soit il s'éloigne de la lumière, c'est-à-dire il prend du recul et il avance. Nos présidents ont besoin aujourd'hui des gens qui leur disent la vérité, des citoyens et de la diaspora et ailleurs qui leur apportent l'éclaircissement. Non pas pour se gonfler ou s'enorgueillir, parce que beaucoup font des choses au nom du président, mais à l'insu du président. Je répète la phrase. Beaucoup font des choses à l'insu du président, parce que le président ou un chef d'entreprise ne peut pas être partout. Il peut avoir l'œil, mais parfois, il apprend à ses dépens des trahisons énormes. Je voulais revenir sur 2 points et je fais une bifurcation en disant que j'ai compris un truc la fois dernière. Les gens vont peut-être me critiquer, mais j'assume ma responsabilité. Quand j'ai vu Pascal Bodjona, à qui la sort, envoyé conseiller spécial du président Faure Gnassingbé et Dema, allez voir Idriss Déby, j'ai souri. Vous savez pourquoi j'ai souri? J'ai dit ce président a un cœur. J'ai dit ce président a un cœur. Je répète encore, ce président a un cœur. Et j'assume ce que je dis. J'assume ce que je dis. Donc, quand j'ai entendu les propos, il y a longtemps, de Pascal Bodjona au tribunal, comment il parlait, c'est ce que je veux que le président fasse aujourd'hui. Qu'il retrouve cette sagesse-là pour que la diaspora puisse rentrer et lui apporter ce qu'il est. Et qu'il trouve au fond de lui ce qui le ressemble vraiment pour qu'il puisse, de temps sous peu, accomplir la mission qu'il a commencée. Mais je ne sais pas la fin. Mais qui a commencé. Mais les jours à venir, qu'il pose des actes. Je prépare et je préfère vous dire une chose. Au lieu qu'il fasse l'élection sénatoriale, je propose ceci. Je vous demande humblement de proposer une amnistie, une loi d'amnistie générale afin que on puisse ensemble avancer et aussi que les dépenses expansives qui vont être ingrénées à travers la création du Sénat, au lieu de créer un conseil économique, social, pour réfléchir sur la visibilité du Togo dans 5, 10 ans, 15 ans, on ne peut plus se permettre. Parce que ce qui nous entoure va nous saigner. N'oubliez pas que la FDH, l'indice de développement humain du Togo, le Togo se place à la 162e place aujourd'hui. Ça veut dire que la croissance, même si le Togo occupe 11e place en Afrique, les pays qui font de la croissance, le panier du ménagère ne sent pas cela. Et donc c'est ça que je voulais aujourd'hui, que chaque Togolais mouille le maillot, où qu'il soit. Et les maires doivent avoir la contribution des nationaux et binationaux qui sont de la diaspora en communion avec les ambassadeurs, travailler en symbiose pour que nos pays puissent connaître un temps sous peu l'effort de chacun. Et c'est du fond du cœur que je passe ce message. Merci, M. Forson Koué. Merci. Je vais vous permettre de faire la conclusion dans quelques instants, puisque le temps imparti est déjà fini. Mais on va recevoir un téléspectateur qui est en ligne. Téléspectateur, bonjour. Bonjour, Moïse. C'est toujours Philippe. Allez-y. Je remercie
mon ami Credo qui est revenu sur mes propos, je lui concède également. Et c'est vraiment ce pourquoi je suis revenu. Je lui concède son droit, ok, d'analyse, d'interprétation, mais je crois que il y a quand même une rigueur intellectuelle et j'allais dire une honnêteté intellectuelle. S'il pense que dans son raisonnement, il dit argument contre argument, raisonnement contre argument. Moi, je parle du factuel, ok? Moi, je dis, je n'ai pas vu ce qui a été fait de positif qu'aujourd'hui, on dit qu'on peut toucher, qu'on peut nous dire concrètement, d'accord? Lorsqu'on voit l'état dans lequel se trouve le Togo aujourd'hui, ok? Et que on est prêt à défendre le bilan de Faure Gnassingbé, je dis, moi, ça me pose un problème. C'est à moi, ok? Maintenant, par rapport à mon ami Forson Ekwe, lorsque j'entends un Togolais qui de surcroît fait un pays, habite dans un pays de droit. Je ne sais pas si mon ami Forson a déjà lu la Constitution et dans ses dispositions, dans ces articles où sont reprises les prérogatives dévolues à un chef d'État. Ok? Comment vous pouvez nous dire aujourd'hui, Forson Ekwe, que Faure ne peut pas être au courant des agissements de ses ministres, c'est pas lui qui les a nommés. Les preuves que les juges ont apportées, ok? Je parle même de la Cour des comptes. Et au lendemain de Covid, lorsqu'il y a eu une institution de la République qui a pondu un document disant qu'il y a des irrégularités, des malversations, est-ce que le premier homme du Togo, c'est-à-dire le chef de l'État, ne devrait pas prendre des sanctions? Ça, il y a des mensonges. Je peux le dire aujourd'hui. N'aurait pas accepté, les amis. Ok, c'est pas parce que vous dites le Togo, on est combien? 8 millions d'habitants. On ne demande pas à Faure d'être derrière tous les Togolais. Mais on lui demande de pouvoir prendre des mesures, de pouvoir faire en sorte que les Togolais, on nous parle de nation. On se sent dans une nation lorsque on est tous égaux en droit et en devoir. Ces ministres-là, ok, qui abusent, qui pillent les ressources publiques, ok, qui empêchent que la richesse du Togo soit répartie, soit redistribuée, surtout en faveur des plus démunis. Est-ce que Faure en refusant de les sanctionner, est-ce que c'est une caution morale qui leur apporte, ok? Il faut aller lire les déclarations, des rapports sont là. C'est du factuel, Credo Tété, je n'invente rien. C'est une institution de la République que vous, aujourd'hui, vous ne pouvez pas contester. Donc, je vous dis, s'il vous plaît, moi, ce que je peux retenir, et j'atterris là, je ne reviendrai plus, s'il vous plaît. Et Yadema Gnassingbé, a présidé le Togo pendant 38 ans. Ok? Normalement, Faure Gnassingbé connaît les conditions dans lesquelles il a dû prendre les rênes du Togo. Si rigueur et honnêteté intellectuelle devrait y avoir, il devrait faire en sorte que, à la fin de son règne, que ça soit une fin, c'est-à-dire constitutionnelle, ou bien une fin rappelée par Dieu, comme son père l'a été, il devrait faire en sorte que, derrière lui, on puisse dire, ah, cette personne-là, au moins, il y a dit, ne veut pas mater où. Est-ce qu'aujourd'hui, les Togolais qui connaissent ce que nous vivons au Togo, si Faure Gnassingbé peut nous entendre, demain, qu'est-ce que les Togolais retiendront de lui? C'est la question à se poser. Laissons les amis qui viennent parfois parce qu'ils veulent aller au Togo en paix, aller pavaner, machin, et dire, faire la fine bouche. Soyons... Mon ami Forson Ekwe, vous ne pouvez pas nous dire que c'est difficile de diriger les hommes. On est 2 millions, 3 millions, 8 millions. Ben, en Inde ou dans des pays, les grands pays démocratiques où ils sont 100 millions, ils sont 1 milliard, comment ils font? Merci. Apprenons des autres. Merci.
Merci de nous avoir appelé, monsieur Philippe Amedodi. Nous sommes arrivés à la Oui, je fin. peux répondre. Oui, Oui, je peux vous donner vous allez répondre dans votre conclusion. J'espère voilà. vous inviter pour une autre émission spéciale, sinon pour faire un enregistrement spécial sur le second thème. Donc, mais je vais vous donner chacun 2 minutes pour conclure, répondre au sujet de votre choix, si je me permets de le dire ainsi. On va commencer avec monsieur Tété Credo. Non, mais moi, je dirais que j'ai encore pris plaisir à écouter mon cher ami et aimé Philippe Amedodi, mais je le vois, hein, qu'il m'excuse l'expression, je l'ai perçu aujourd'hui beaucoup plus en transe. Donc, il était en transe. Je, le, je lui respecte cela, mais je sais qu'il a de très bonnes idées aussi pour contribuer à l'enrichissement du débat. Et lorsqu'on veut enrichir un débat, on ne diabolise pas celui qu'on a en face ou bien celui qui a d'autres angles d'analyse. Vous savez, donc, Sylvanus Olympio, comme père de l'indépendance, a fait de son mieux. Sylvanus Olympio, dont il se réclame aujourd'hui, n'est pas un saint et Adéman non plus n'était pas un saint. Mais les deux ont eu à jouer un rôle assez primordial dans l'histoire politique de notre pays. Donc il ne s'agit pas aujourd'hui, comme il le prétend ou bien comme il l'insinue, de salir l'un pour glorifier l'autre. Moi, c'est tout ce que je voudrais dire. Les deux hommes se méritent. Et comme je l'ai dit, j'ai comme l'impression qu'il n'a pas suivi le débat du début jusqu'à cet instant. Sinon, il y a des interventions dont il aurait pu faire économie. Donc, moi, je dis, tout en parlant de ce colloque international à une allure scientifique, qu'on aurait pu également nous parler de la période de gouvernance de Sylvanus Olympio, ce qu'il a fait pour l'indépendance du pays et ce que Feu Gnassingbé Adéma aussi a fait. Donc je suis resté sur ma soif. Ce travail n'a pas été fait et j'espère qu'à l'occasion de la fête de l'indépendance, on puisse également demander à nos universitaires de haut niveau de nous revisiter la période de Sylvanus Olympio pour que nous puissions enrichir nos appréhensions. Mais il ne s'agit pas aujourd'hui de déshabiller Pierre pour vouloir habiller Paul parce qu'on est dans une posture de combat politique. Je crois que l'idée même de combat politique, on doit évoluer. On doit évoluer dans la mentalité aussi. Philippe Amedodi a beaucoup de potentialité et je le vois réagir sur des sujets. Mais ce que nous faisons, tout en appréciant son audace, qu'il ait également le courage et l'humilité d'écouter les autres dans leur développement. On ne peut plus regarder dans la même direction. Personne n'a la science infuse. Mais s'ériger en donneur de leçons, je suis surpris de le voir dans cette posture. Donc aujourd'hui, nous parlons de père de la nation, nous parlons de père de l'indépendance, mais ce qui doit nous importer, c'est le Togo. Qu'est-ce qu'on peut faire comme critique objective? Qu'est-ce qu'on peut faire comme contribution pour que les choses s'améliorent? D'autres acteurs de la diaspora le font et souffrent qu'on ait des divergences ou bien des diversités de points de vue pour qu'on puisse converger. Donc, toutes les intentions se valent, toutes les analyses se valent. L'essentiel aujourd'hui qu'on puisse demander à nos gouvernants, c'est d'essayer au maximum possible de placer l'humain au centre de toute action de développement, au centre de toute politique. Il ne s'agit pas de dire tel est mauvais, il n'a qu'à débarrasser le plancher. Je crois que nous connaissons tous le mode de dévolution du pouvoir. Que nos frères, que nos aînés de la diaspora, je sais la contribution de la diaspora togolaise à l'économie du pays, même en termes de réflexion sur l'aspect sociopolitique. Il faut tirer fière chandelle à cette diaspora. Mais à un certain moment, lorsque certains acteurs de cette diaspora s'érigent en donneurs de leçons tout en s'égarant, il faut qu'on ait le courage de leur dire, vous n'avez pas la science infuse et que lorsque vous avez quelqu'un en face qui porte une analyse, ce n'est pas que cette personne s'inscrit dans une logique ou bien dans une logique que vous leur prêtez en intention, mais la diversité de l'opinion, des analyses
fera cette richesse pour le Togo. Donc, depuis Liège, je le souhaite tout le meilleur. On n'a pas eu le courage, on n'a même pas eu le temps de se présenter les vœux. On va se les faire en une bosse. Mais ici, je lui dis de calmer ses ardeurs. Il a beaucoup de choses dans son ventre à donner pour ce pays, mais ce n'est pas en adoptant cette posture-là, en invectivant ses prochains. Et je l'ai vu également, je l'ai suivi sur cette chaîne. Il a fait des développements, mais je me suis abstenu de faire des commentaires, de respecter sa diversité d'opinion, d'analyse, et je lui conseille de faire également cet effort, de souffrir des autres critiques, de souffrir des opinions des autres. C'est comme ça qu'on peut développer ce pays. Il ne s'agit pas de dégager Pierre pour prétendre installer théoriquement Paul sur le trône. Ce que nous disons, ce qui nous intéresse et ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est le Togo. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le développement de notre Togo? On va le faire. Et nullement l'intention pour nous de venir au cours de ce débat célébrer Feu Général Gnassingbé Eyadema. Nous l'avons dit et je crois que M. Forson aussi l'a dit. Eyadema a des mérites, mais Eyadema a eu également, pendant son règne, des points assez négatifs que nous n'avons pas occultés dans ce débat-là. Donc, il faut essayer d'arrêter de faire le one-man show au niveau de la diaspora, de poser les vrais sujets, de réfléchir sur les choses, mais surtout de respecter l'opinion de l'autre, de respecter les angles d'analyse de l'autre. Et je voudrais féliciter tous ceux qui les remerciaient. Et je crois que c'est le Togo qui gagne. Et nos gouvernants suivent ces émissions, ils apprennent. Il y a quelque chose que M. Forson a dit qui est important. Et j'avais renchéri. Il faut qu'on ait cette culture du principe de redevabilité, la reddition des comptes. Il faudrait qu'on puisse inculquer cela. Et c'est trop facile de rester sur les réseaux sociaux, d'envoyer des missives parce qu'on est dans une certaine logique de combat. Ça a évolué. Donc, les réflexes des années 1990 ne peuvent plus prospérer aujourd'hui dans le climat sociopolitique togolais. Il faut qu'on prenne de la hauteur, qu'on élève le niveau de réflexion et c'est tout ce que nous nous souhaitons. Nous n'avons pas la science infuse, nous avons également nos forces, nous avons nos limites, mais qu'on puisse accepter que nous puissions poser le débat comme nous l'appréhendons. Je ne dis pas que je suis un saint, je peux me tromper dans l'analyse, mais cela ne voudrait pas dire tout ce que M. Philippe a essayé de me prêter comme intention. Je les assume et j'assume toujours mes propos, je ferai toujours mes analyses en toute objectivité, quitte à ce que ça rencontre l'opinion de quelqu'un ou ça ne rencontre pas, que ça entre en contradiction avec l'autre, je l'accepte parce que ce que je privilégie, ce sont les critiques, mais pas des critiques stériles, mais des critiques objectives. Merci. Merci d'avoir été des nôtres, cher aîné. Vous êtes journaliste et analyste politique. Monsieur Tété Credo, merci infiniment à vous. Monsieur Koué Forson, votre conclusion pour cette ultime partie de notre émission. Et chers compatriotes, togolaises, togolais, de la diaspora, quand tout à l'heure j'ai abordé le sujet, je vous ai dit, apprenons à nous écouter. C'est le défaut que nous avons souvent, c'est que nous n'apprenons pas à écouter l'autre. Apprenons à écouter l'autre, à peser le pour et le contre des arguments qu'il avance, pour cerner l'inquintessence, ce qu'il veut dire, ce qui est caché dans ce qu'il veut dire. Je tiens à rappeler à M. Philippe deux mots. Qu'est-ce qu'avait dit le feu, le père du président, le président qui est décédé tout récemment, Idriss Déby. Va recruter Idriss Déby. Les dirigeants européens ne sont pas les dirigeants en Afrique. Les forces qui agissent sur les dirigeants en Afrique, parce que moi aujourd'hui, je peux te le dire, là où je suis, je peux affirmer, et quand je change, quand je parle, je sais ce que je vous dis au fait. Donc quand on passe des messages
Il ne faut pas, comme l'a dit, raison garder, ne pas être focalisé sur la personne, mais focalisé sur demain. Ce que le monsieur dit là. Pourquoi il dit ça? Quels sont les contextes? Qu'est-ce qu'il a eu comme information? Donc, à ce moment, je dirais à monsieur Philippe d'aller revisiter la méthode Jouari. Allez revisiter la méthode Jouari. Donc, Togolais et Togolaises, les périodes dans lesquelles nous sommes sont difficiles et seront difficiles pour l'Afrique en général. Et donc, c'est la solidarité qui va compter. C'est l'amour de la nation qui va compter. Et c'est pour cela que j'exhorte les gouvernants, non pas à tenir des discours en Allemagne, comme j'ai apprécié le professeur Ducé, mais à être exemplaires sur le terrain. À être exemplaires sur le terrain. C'est l'exemplarité qui démontre la véracité de l'action gouvernementale. Et donc, je vous conjure et je vous exhorte à faire du mieux que vous pouvez pour que le Togo puisse prospérer dans la paix, dans la compréhension et surtout dans le retrouvail. Je dis bien dans le retrouvail. Monsieur le Président du Togo, Son Excellence, la capacité que j'ai vue, que vous avez pu adopter en vie vis-à-vis de Bodiona, je vous demande de faire la même chose vis-à-vis de tout Togolais. Et surtout, ouvrez bien les yeux et faites en sorte que l'environnement dans lequel vous êtes se renouvelle. Je vous remercie. Monsieur Forson Koué, analyse politique depuis l'Europe, merci de nous avoir donné votre temps pour cette émission. Je promets faire d'autres émissions nécessairement sur la liberté d'expression au Togo et surtout avec mes aînés. Et nous pouvons tous ensemble bâtir le Togo avec des mots qui peuvent donner des bons exemples. Pour nous qui sommes la génération à venir, nous aurons des questions toujours à vous poser. Et surtout, merci infiniment de votre aimable attention. Et on se retrouve pour un autre numéro de votre émission Avis de la Diaspora sur la même antenne avec le même plaisir. C'était au micro et à la réalisation Moïse Agbinga.